Bonsoir, il est 20h30 et vous êtes sur la télévision nationale, les titres du journal. À la une, nous irons à l'École nationale des postes et télécommunications. Le centre en chantier évolue et prend forme progressivement. Les autorités veulent en faire une école moderne. Nous saurons tout dans 4 mois. La première dame sur le bateau humanitaire Mercy Ships, il est à Conakry depuis 8 mois et sur place, on enregistre 2000 interventions chirurgicales. Succès pour toutes et la première dame de la République s'en réjouit. Enfin, rencontre du président de la CENI avec la présidente du Conseil économique et social. Une visite de courtoisie du bureau de la Commission électorale nationale et indépendante qui s'est aussi rendue à l'Institut national indépendant des droits humains. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. On commence avec le Conseil ordinaire des ministres. Plusieurs questions d'intérêt national étaient sur table. Il s'agit par exemple de la valorisation du site directionnel de Koloma par la construction de nouvelles infrastructures publiques et du respect du principe de dépénalisation des délits de presse. Compte rendu, Bernard Tonino. Après l'opération de déguerpissement des occupants, la question de l'exploitation du site directionnel de Koloma est sur la table du gouvernement. Le lancement immédiat des travaux de construction des sièges des départements ministériels sur la zone libérée fait partie des recommandations du président de la République ce jeudi au Conseil des ministres. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a demandé au ministre en charge de la santé publique d'entreprendre l'organisation dans les meilleurs délais des états généraux de la santé afin de poser un diagnostic sans complaisance et décider de mesures correctives efficaces en vue d'améliorer la situation des secteurs de la médecine et de la pharmacie en Guinée. Le chef de l'État a rappelé aux membres du Conseil la nécessité d'une maîtrise constante de la situation budgétaire de leurs départements respectifs afin d'éviter tout dérapage budgétaire pouvant compromettre le programme économique et financier conclu avec les institutions internationales. Il a souligné en particulier le rôle dévolu au comité de trésorerie, chargé de veiller à ce que les dépenses publiques soient proportionnées aux recettes budgétaires afin d'éviter toute poussée inflationniste préjudiciable au pouvoir d'achat des populations. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la ville et de l'aménagement du territoire d'initier dans les plus brefs délais la mise en valeur progressive des domaines récupérés par l'État dans le cadre des opérations de déguerpissement en cours. Il a insisté sur l'urgence d'entreprendre la construction des premiers immeubles devant abriter les ministères dans le centre directionnel de Koloma. Le chef de l'État a réitéré la volonté du gouvernement à faire appliquer les dispositions légales en vigueur dans le strict respect des droits et des libertés consacrés par la Constitution. Il a tenu à rappeler que la loi sur la presse ne prévoit pas, pour la répression des délits de diffamation, de peines privatives de liberté, en dehors des délais éventuels de garde à vue, par ailleurs strictement limités par la loi. Le président de la République a instruit les ministres concernés de faire activement participer les populations à la base dans la détermination de leurs besoins prioritaires et dans l'identification des projets à financer par l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités. Le chef de l'État a rappelé l'interdiction formelle d'importation de tenues militaires par des personnes physiques ou morales non habilitées. Il a également rappelé que le port des tenues militaires par des personnes civiles constituait une infraction grave, passible de poursuites judiciaires et exposait les contrevenants à de lourdes peines. Des projets de loi et exposés sur des activités des départements ministériels, également inscrits à l'ordre du jour de la rencontre gouvernementale. Le ministre en charge des investissements et du partenariat public et privé a fait une communication relative à la participation de la Guinée à l'exposition 2020 à Dubaï. Exposition prévue du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Au département de l'action sociale, le recrutement dans la fonction publique de 197 personnes handicapées et 120 assistants sociaux est annoncé. Côté plan et développement économique, la mise en œuvre et le suivi du PNDS
est d'actualité. La ministre du Plan et du Développement économique a fait une communication relative à la mise en œuvre et au suivi du Plan national de développement économique et social PNDES. Elle a indiqué que la mission principale du dispositif institutionnel de suivi et évaluation du PNDES 2016-2020 est de formaliser et d'animer le dialogue des parties prenantes sur la performance des actions de développement inscrites au PNDES conformément aux principes directeurs du plan. La ministre a déclaré que l'objet de sa communication est de soumettre à l'appréciation du Conseil des dispositions prises par le ministère en charge du plan pour opérationnaliser le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDES 2016-2020. Le dispositif s'articule autour des 4 points suivants. Le rappel du schéma institutionnel de suivi et évaluation du PNDES, la description du mécanisme de revue du PNDES, la restitution des conclusions de la session extraordinaire du comité technique de suivi et la présentation du programme de revue au titre de l'année 2019. Au terme des débats, le Conseil a donné son soutien à la ministre et recommandé la mise en œuvre et le suivi du PNDES. Au titre des questions diverses, le ministre d'État au Transport a fait le compte-rendu des journées nationales de concertation sur le Hajj récemment tenues à Conakry. Des concertations qui ont regroupé 266 acteurs publics et privés en vue d'une meilleure organisation du prochain pèlerinage des Guinéens à la Mecque. Je vous disais en titre, le chantier de l'École nationale des postes et télécommunications avance. Le gouvernement met les moyens pour qualifier davantage la formation dans ce domaine. Le site sera doté d'équipements spécialisés pour un meilleur apprentissage du métier dans le pays. Le point avec Moussa Koumara. Le gouvernement et son partenaire chinois guinéen Alma Grandioso tentent de moderniser l'École nationale des postes et télécommunications d'équipés. L'architecture sera construite en R+4. Le niveau d'exécution est estimé à 55%, 9 mois après le début des travaux. Certains Guinéens pensent qu'on n'est pas en train de travailler. Mais c'est la preuve qui démontre que nous sommes en train de travailler et que cette école-là n'est pas bradée. Et dans quelques mois, je crois que nous viendrons ici pour la remise des clés de l'école pour le bonheur du jeune Guinéen qui va s'orienter dans cette école. Dans cette école, il y aura 2 salles polyvalentes, 3 laboratoires, des salles de cours, de dessin, des ateliers spécialisés, une salle informatique, une bibliothèque centrale et un réfectoire. L'objectif pour le gouvernement est de faire de cette école une référence dans la sous-région. Une école où on peut faire de grandes innovations technologiques. C'est vraiment le rêve qui est devenu une réalité, parce que je vous ai dit tantôt à d'autres que c'est pour moi une fierté que ceci se passe en mon temps, parce que non seulement je suis le produit de cette école, et pour le moment je suis le premier produit de cette école qui est nommé comme directeur de cette institution. Je vois sur le visage de mon établissement, je suis très contente. Mais malheureusement, nous, on ne va plus maintenant étudier là-bas. Le moment qu'on était venu, pour la première fois, on a vu le visage de notre école. On s'est dit qu'une personne normale ne peut pas étudier dans cette classe-là, dans cet établissement. Vous voyez l'école est ça, on était énervés. Mais maintenant, là, on voit le visage de l'école. Vraiment, je suis contente de remercier le ministre. Fruit de la coopération allemande depuis 1970, cette école n'a jamais été réhabilitée alors qu'elle est devenue le nouveau sanctuaire des apprenants. Cette année, par exemple, plus de 700 étudiants y suivent les cours. On va s'arrêter au centre de traitement des produits halieutiques. Le site est attaqué par les inconnus. Pendant que la Guinée s'apprête à accueillir une mission de l'Union européenne, on annonçait la levée de la suspension de notre pays qui n'exporte plus de produits sur le marché européen depuis quelques années. Ça coince. Les explications avec Falilou Diallo. C'est un coup dur qui est porté au processus de retour des produits halieutiques guinéens sur le marché européen. L'établissement pilote de traitement des poissons en provenance de Conakry a été victime de vols. C'est à 3 h du matin que les brigands et les voleurs sont venus. Par effraction, ils sont rentrés dans la salle
Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre parce que ça fait un dégât matériel important. Alors donc au-delà de ça déjà, ils ont blessé les gardiens. Ils sont complètement gravement très blessés, qu'on a ramenés à l'hôpital. Et ils ne sont même pas de retour encore parce qu'il y a un qui est sorti du bloc, il y a l'autre qui est encore dans le bloc. Un acte regrettable à quelques semaines de l'arrivée d'une mission de l'Union européenne pour concrétiser le retour des exportations du poisson en provenance des eaux territoriales guinéennes. Vous savez, depuis 12 ans, la Guinée est fermée. C'est cette année qu'on a eu cette programmation de l'Union européenne qui doit venir du 13 au 17 mai. J'ai l'impression que les gens veulent saboter la mission. Et cette mission a beaucoup d'impact. C'est cette mission qui permettra la signature des accords de pêche avec l'Union européenne. Mais tenez-vous bien, malgré cela, nous mettrons les bouchées doubles. Nous ferons tout pour que la mission réussisse. Cet acte de vandalisme sur l'établissement Joachim Trade House n'ébranle rien les autorités en charge des pêches en Guinée. Elles sont plus que jamais déterminées à gagner le pari de la sortie effective de la Guinée sur la liste des pays de la pêche illicite et non autorisée. C'est un défi de taille pour les autorités publiques et leurs partenaires, amener les foyers à consommer plus le riz local que celui qui est importé. La concurrence sur le marché est forte dans le pays et tout se joue en termes de prix ou de qualité. Depuis quelques années, la FAO travaille sur un projet de valorisation du riz local. L'institution apporte un soutien aux petits producteurs pour faciliter l'accès des ménages au riz local. Fodé Camara nous en dit plus. Principale culture vivrière de la Guinée, le riz offre des revenus et des opportunités d'insertion socio-professionnelle aux acteurs de la chaîne de valeur qui le produisent et le transforment. Des acteurs que le gouvernement et la FAO comptent appuyer pour améliorer les technologies de valorisation du riz local. Aux premières loges des bénéficiaires, des femmes et des jeunes, identifiés pour cette première phase dans les régions de Labé, Kindia et Boké. Il faudrait que l'on fasse la promotion des jeunes afin que la relève soit là. Et comme eux, ils sont habitués à certaines technologies, on envoie maintenant les outils performants pour leur permettre non seulement de faire la transformation, mais aussi d'assurer l'approvisionnement du marché guinéen en produits guinéens bien conservés, bien étuvés, bien transformés et à un coût abordable. La filière risicole est freinée par des contraintes liées au faible rendement, aux pertes post-récolte et aux impuretés. Des insuffisances à corriger par la redynamisation des segments de conservation, transformation et stockage des récoltes. Les Guinéens sont friands du riz étuvé. Mais on constate que pendant la post-récolte, il y a à peu près 15 à 20% du riz qui est complètement gaspillé. Ce projet, il va aider à mettre en place des mécanismes, en tout cas du matériel, pour que ces technologies post-récolte puissent être maîtrisées, qu'on ait du riz local étuvé de très bonne qualité, qu'on puisse former les femmes qui sont en train de faire l'étuvage du riz, mais également aider les producteurs qui font du riz à ce qu'il y ait moins de pertes post-récolte quand le riz est produit. De par sa large consommation, le riz est une culture stratégique. L'un des résultats attendus de ce projet est de réduire le volume des importations du riz qui va crescendo. C'est pour améliorer l'accessibilité du riz produit en Guinée et réduire les importations que le gouvernement s'engage avec l'appui de la FAO dans ce projet dont la finalité est de renforcer la performance des systèmes de production et de transformation du riz local en vue de l'amélioration de la qualité du riz net mis à marché. Cette assistance vient s'ajouter aux activités du programme présidentiel prioritaire d'appui au secteur agricole. L'objectif est d'améliorer la compétitivité du riz local face au riz importé. Les membres du comité de pilotage de la stratégie nationale de formation agricole et rurale se retrouvent. Une première rencontre depuis sa mise en place. Au menu des discussions, une question: comment développer le secteur agricole? Des propositions sont faites et l'accent est surtout mis sur la formation des organisations professionnelles agricoles du pays, mais pas seulement. Moussa Komara, Algassimouba.
Après la mise en place du projet d'amélioration de la formation professionnelle dans le secteur agricole et des mines, PAFISAM, les membres du comité de pilotage de la stratégie nationale de formation agricole se retrouvent. Ils harmonisent leurs idées autour du développement du monde rural et de la qualification professionnelle des organisations paysannes et des techniciens. Nous avons invité ces différents départements pour qu'ensemble, nous fassions un espace commun de partage dans lequel ils vont nous instruire, ils vont nous informer, ils vont nous dire qu'est-ce qu'il faut pour une stratégie nationale de la formation agricole et rurale. Parce qu'en le faisant à nous seuls, nous passerons à côté de la réalité. Malgré la volonté du gouvernement à redynamiser le secteur, les organisations paysannes peinent encore à sortir de l'eau. Rares sont des agriculteurs qui vivent des recettes de sa production jusque-là. La SNFA, à laquelle nous nous attendons, comportera une ligne directrice empruntant une méthodologie qui cherche à décloisonner les institutions de formation entre elles dans une dynamique d'amélioration de la gouvernance, agréer, réunir tous les acteurs autour d'une vision commune et des objectifs partagés. L'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de formation agricole et rurale est une nouveauté en Guinée. La ministre de l'Agriculture salue l'initiative qui va sans nul doute aider les organisations professionnelles agricoles à être plus performantes. Pour faire face à ces défis, les producteurs et les techniciens ont besoin de plus de capacités dans des domaines divers et variés qu'ils ne peuvent acquérir qu'à travers une formation adaptée, aussi bien dans le domaine technique que dans le domaine stratégique. Durant cette rencontre, toutes les propositions seront prises en compte. Le renforcement des capacités des producteurs, des organisations agricoles et des techniciens va dominer les grands chapitres de ce document. L'idée est d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée. Je vous emmène à Seguirim, précisément à la SAG, où une campagne sur le respect des normes environnementales dans l'exploitation de l'or est lancée. Une opération suivie de près par les autorités. Le ministre de l'Environnement s'est rendu sur place pour voir et comprendre ce qui se passe sur le terrain. Reportage de Mamadou Alpha Baldé, notre envoyé spécial à Seguirim. Dans l'exploitation aurifère, les sacrifices environnementaux sont souvent difficiles à chiffrer. Avec une concession minière estimée à plus de 53 000 hectares, la SAG dispose d'un certain nombre de carrières comme celle-ci. Pendant leur mise en service, le couvert végétal disparaît et de gros trous sont ouverts. À l'issue de l'exploitation, la réhabilitation reste l'un des plus gros défis à relever. Ces dernières années, la société affirme avoir reboisé 485 hectares sur près de 1500 perturbés. Quand nous faisons le remplissage, nous essayons de reboiser. Mais avant de reboiser, il faut étaler la terre arabe dessus et puis maintenant planter. Et la plantation, on fait intervenir les communautés en leur demandant d'abord qu'est-ce qu'ils veulent en termes d'arbres à planter. Même si les trous sont généralement bouchés et le relief restauré, les opérations de reboisement, elles, ont du mal à prospérer du fait des exploitants artisanaux, parfois même d'autres nationalités, qui reviennent sur les anciens sites exploités par la société. Le retour du couvert végétal se pose pourtant comme un impératif sur l'ensemble des zones dégradées. Après leur passage, donc, la zone a été restaurée, replantée et tout. Et puis voilà, les autres barrières sont revenues pour casser les arbres, les couper, ensuite creuser. Alors là, je ne sais pas. Donc la question qu'on se pose réellement, quelle est l'approche, quelle est la mesure adéquate qu'il faut maintenant pour empêcher que les gens viennent repasser sur les zones qui sont déjà restaurées par la SAG. Parce que sinon, ces efforts seront vains. Il faut que, quelque part, que l'État prenne la mesure de la chose. Il faut que l'État prenne, il y a un problème de gouvernance, il faut avoir le courage de le dénoncer, parce que c'est aux yeux impitoyables de l'État qu'on laisse faire des choses comme ça, ce n'est pas normal. Après la visite de terrain, une réunion technique est organisée entre responsables de la société et cadres du ministère de l'Environnement.
La gestion des déchets chimiques comme le cyanure, le paiement de certaines redevances environnementales conformément au nouveau code de l'environnement et une meilleure collaboration entre les services et l'amélioration du système de reboisement sont entre autres sujets. Une autre réunion technique des spécialistes est prévue dans les prochaines semaines à Conakry. Chapitre santé, je vous le disais en titre, c'est un succès pour Mercy Ships en Guinée. Ce bateau humanitaire est à Conakry depuis 8 mois et son équipe enregistre 2000 opérations chirurgicales. La première dame de la République s'est rendue au port autonome pour rencontrer les responsables du bateau, mais aussi les patients soignés avec succès et gratuitement. Mori Sidibé, Mangamori Kamara. Depuis 8 mois, le bateau humanitaire Mercy Ships séjourne dans les eaux guinéennes. 2000 opérations chirurgicales sont effectuées. Il s'agit de fentes labiales, de cataractes oculaires, de malformations et de tumeurs. 7000 patients souffrant de problèmes dentaires sont traités gratuitement par le navire humanitaire. À 2 mois de la fin de la mission, la première dame de la République est venue féliciter et encourager les médecins à bord de ce bateau hôpital qui offre des soins gratuits aux populations guinéennes. Les femmes opérées de fistules, vous savez, les femmes qui ont les fistules sont rejetées par leur mari. Et là, Dieu merci, tout a été fait. Réparer des enfants guinéens, des femmes opérées ici. Grand merci. Ils reviendront, Inch'Allah, comme on le dit chez nous. On fera en sorte qu'il y ait un partenariat aussi entre Mercy Ships et la Fondation Prosmi, parce que nous œuvrons aussi pour le bien-être, pour la santé de la population guinéenne et surtout des enfants. Le projet de construction d'un hôpital pédiatrique me tient à cœur et je pense que nous aurons un bon partenariat avec la fondation Mercy Ships pour réaliser. 2500 autres patients attendent d'être soignés avant le départ du navire au mois de mai prochain. Déjà, une clinique dentaire est installée à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui traite les patients et offre des formations aux étudiants. Un aspect vraiment positif de cette clinique dentaire que nous avons établie, c'est que nous avons établi la clinique en collaboration avec l'école dentaire de l'université. Donc non seulement nous traitons les patients, nous formons également les étudiants pour qu'après notre départ, ils puissent continuer à pourvoir les soins dentaires à la population. Des centaines de médecins travaillent dans ce bateau médicalisé. 25 familles de nationalités différentes y vivent. Une école est disponible pour l'éducation et la formation des enfants tout au long du séjour du navire dans les différents pays africains. C'est devenu un rendez-vous annuel, consultation gratuite des travailleurs de la RTG. L'objectif est de dépister des cas d'hypertension artérielle, de diabète ou encore des maladies cardiovasculaires. Une initiative des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie. L'ONG était ce jeudi dans nos locaux, comme le montre ce compte-rendu signé Samaraton. Dans le hall de la RTG Koloma, la mobilisation est très forte ce jeudi matin. Depuis 7 heures, une équipe de médecins cardiologues a pris place. En file indienne, les journalistes et techniciens de ces médiums d'État viennent se faire consulter des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle et du diabète. L'initiative est de l'ONG Jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie. Ces maladies cardiovasculaires constituent aujourd'hui, et cela dans le monde entier, la première cause de maladie, mais aussi la première cause de décès. Donc si nous sommes venus ce matin à la RTG, ce n'est pas fortuit. Nous avons un message à porter auprès de la population en général. C'est un message d'information, de sensibilisation et de prévention, mais aussi de dépistage sur les maladies cardiovasculaires. Ces séances de consultation gratuites sont couplées de sensibilisation. Elles devront permettre à chacun des hommes du micro et de l'ombre de connaître son état de santé et les moyens de prévention de ces maladies. Le reporter sportif est plus que jamais, et si vous voulez intéresser par ce contrôle cardiologie
Pourquoi? Parce que vous savez, nous on est exposé à des cris, à des passions et tout cela va avec le cœur. Et l'histoire a prouvé que la plupart des grands reporters sportifs sont tombés par des accidents cardiovasculaires. Donc j'exhorte tout le monde à faire le contrôle pour connaître son statut. La RTG est un lieu névralgique. C'est bien indiqué de venir réaliser cette opération de dépistage parce que nous sommes exposés aux ondes magnétiques dans notre maison. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on travaille au niveau de la télé et à la radio. Nous sommes exposés à ces ondes magnétiques. Et ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de cas de maladies ici liées au cœur. Il y a eu même des cas de décès. Donc je crois que c'est ce qui a motivé cette ONG de médecins cardiologues à travailler avec le syndicat que nous représentons pour venir dépister et prodiguer des conseils éventuellement au travers de la RTG qui seront dépistés positifs à ces maladies cardiaques. Créé il y a quelques années, l'ONG Jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie se fixe pour objectif la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Sa stratégie, le dépistage précoce et la sensibilisation des populations sur les risques liés à ces maladies. Éducation, la Banque mondiale accompagne le PSE, programme sectoriel de l'éducation. Une enveloppe de 50 millions de dollars est mise à la disposition du département pour l'exécution d'un nouveau projet baptisé Résultats pour le préscolaire et l'enseignement fondamental en Guinée. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage signé Abraham Christophe Conté Abdoulaye Diallo. Cette mission de la Banque mondiale séjourne à Conakry depuis 2 semaines. Ce mardi, elle a eu des échanges avec les cadres du ministère de l'Éducation nationale. Au menu des entretiens, la présentation d'un nouveau programme intitulé « Projet des résultats pour le préscolaire et l'enseignement fondamental en Guinée ». Ce programme permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau préscolaire tout en facilitant l'accès à tous. Ce financement de la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars est un soutien aux efforts du président de la République pour son combat pour l'amélioration de la diversification de l'offre éducative et de sa qualification. Ce projet devrait également corriger les contre-performances constatées à l'intérieur du système éducatif. Une occasion pour les partenaires de faire une analyse sans complaisance de la situation. C'est un projet qui a 3 composantes. Une composante d'amélioration de l'accès au préscolaire, plus important, une composante très lourde d'amélioration de la qualité du préscolaire et de l'enseignement fondamental, et naturellement une composante qui renforce les capacités. Ce que le projet fait qui est aussi important, il ne fait pas uniquement de l'investissement, il accompagne des réformes. Quelles réformes? Il y en a 3 qui me paraissent importants. C'est toute la problématique de la formation des enseignants. Parce qu'une chose est d'avoir de l'argent, mais il faut avoir une bonne réforme. Et vous savez que le développement d'un pays dépend de son éducation de base. Si les exigences de l'école que nous ambitionnons sont satisfaites, rien à faire, nous aurons un apprentissage de qualité et une école de qualité. Au regard des indicateurs proposés par les partenaires techniques et financiers, ce en dépit des efforts du gouvernement, 30% des enfants de moins de 10 ans en Guinée seraient encore exclus de l'éducation. Autre difficulté, l'inadéquation entre formation et demande d'emploi. Une problématique sur laquelle les autorités de l'éducation comptent se pencher désormais. On va parler des femmes dans l'enseignement supérieur. Elles ne sont que 2% dans ce système, assez faible comme présence. Les raisons sont multiples et l'invité de notre émission, l'entretien de Coloma, tente d'expliquer cette situation. Nous vous proposons un extrait de l'enregistrement suivant. Représentativité des femmes au niveau de l'enseignement supérieur, tant au niveau des postes de prise de décision qu'au niveau du personnel d'encadrement. Nous avons un pourcentage de 2% de femmes enseignantes au niveau de l'enseignement supérieur et des femmes qui ont le grade de professeur. Bon, vous avez vu, professeur Diallo était seul parmi le collège des professeurs qui ont bien voulu remettre le diplôme de docteur honoris causa à son excellence, monsieur le président de la République.
J'ajoute que vous suivrez l'intégralité de cette émission après ce journal avec Kamara Boubacar. Je vous lisais en titre, la nouvelle équipe de la CENI multiplie les contacts avec tous les acteurs impliqués dans l'organisation des élections dans le pays. Après la primature, le président de la CENI s'est rendu au Conseil économique et social et à l'Institut national indépendant des droits humains. Salematou Kanté. Des poignées de main pour souhaiter la bienvenue à Maître Salif Kébé ici au Conseil économique et social. Avec sa suite, l'homme est venu discuter et partager les points de recommandation qui ont été proposés récemment aux acteurs du processus électoral, notamment l'audit du fichier électoral et l'utilisation de la technologie, pour ne citer que cela. Nous avons été rencontrer l'institution l'INDH pour discuter avec elle de ce que nous prévoyons de faire dans les jours à venir, ce que nous avons déjà fait avec les acteurs et les résultats de nos concertations avec l'ensemble des acteurs politiques. C'est le même objectif qui nous amène au Conseil économique et social pour un peu expliquer ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire dans le futur. Solliciter leur concours pour les conseils, pour les plaidoyer auprès de l'autorité qui est le gouvernement, mais également auprès des acteurs politiques, de la société civile, mais aussi des partenaires. La présidente du Conseil économique et social promet d'accompagner la CENI à tout moment. De là, la délégation de la CENI s'est rendue à l'INDH, l'Institution nationale indépendante des droits humains. Pour cette institution, l'utilisation de la technologie, bien qu'utile, ne doit en aucun cas exclure le décompte manuel. Nous avons écouté le président de la CENI et nous avons pris note de ce qui a été dit et nous avons exprimé notre opinion essentielle. Et pour résumer, c'est que nous soutenons la CENI pour l'organisation des élections transparentes, neutres, honnêtes et qui soient consensuelles. Il faut saluer de la part de la CENI de faire cette concertation pour que les institutions républicaines se concertent, pour qu'on s'entraide pour aller de l'avant. Parce que chacun peut un peu, chacun doit pouvoir jouer son rôle pour pouvoir apporter tout ce qu'il faut pour notre peuple. Cette démarche de la CENI vise à organiser une élection prochaine, crédible et transparente en Guinée. Josamène Akindia, la cité des agrumes, comme on l'appelle, accueille de nombreux journalistes en formation. Ils échangent sur une thématique importante, médias et transactions bancaires, une initiative du Centre de formation et de perfectionnement en technique de communication et la Banque centrale, Ansi Koulibaly. La méconnaissance des notions relatives au fonctionnement des institutions financières en général et celles bancaires en particulier est souvent à l'origine de confusion et de désinformation, notamment dans le milieu des médias. C'est pour combler ce déficit que le Centre de formation et de perfectionnement en technique de communication et la Banque centrale de la République de Guinée ont initié cet atelier de formation. Le constat, c'était quoi? C'est le transfert d'un montant de la Banque centrale de la République de Guinée qui avait posé problème à partir de Dakar. Alors nous avons estimé que, vu le tollé que cela avait créé et le traitement qui en avait suivi par la presse nationale, il faut corriger cette lacune. C'est pourquoi nous avons initié cette formation afin que les journalistes épousent, possèdent le jargon économique, connaissent certaines petites notions de la transaction bancaire. Nous aimons toujours que les informations qui passent, qui sont diffusées par la presse, soient des informations qui soient hautement précises et qu'il n'y ait pas de l'à peu près dedans. Objectif, outiller la quarantaine de journalistes des médias publics et privés en technique de collecte, de traitement et de diffusion d'informations institutionnelles. Nous sommes très heureux de voir ces regroupements de journalistes de tous bords qui peuvent discuter des aspects qui sont liés au fonctionnement de la Banque centrale, mais qui surtout peuvent causer entre eux
et se dire voici les canaux et les voies par lesquelles nous devons traiter l'information institutionnelle et l'information sensible de la Banque centrale. Des questions relatives entre autres aux relations bancaires et leurs règles, les relations entre la Banque centrale et les banques commerciales seront débattues par les participants dans les groupes de travail. On termine avec notre rubrique Guinée en bref, une compilation de l'actualité nationale commentée ce soir par Younous Atawel Kamara. Suivez. Célébration ce 4 mars du 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Cette année, la citoyenneté refait surface dans toutes les déclarations, un facteur de renforcement d'amitié entre Guinéens et Sénégalais. Cette volonté est réaffirmée par l'ambassadrice du Sénégal aux autorités guinéennes. Je dois reconnaître que c'est le professeur Alpha Condé lui-même, avec son gouvernement, avec le peuple guinéen, qui m'ont permis pendant 3 ans de mener à bien ma mission. Et je l'ai répété aussi, si les Sénégalais peuvent se retrouver ici, à chaque occasion, ils organisent des manifestations, des fois des manifestations strictement culturelles. Vous avez vu qu'au mois de février, c'était des élections présidentielles qui se sont déroulées correctement. C'est parce que tout cela, nous l'avons à cause des instructions, des hautes instructions qui sont données par le professeur Alpha Condé, par son Premier ministre, par les membres du gouvernement et par le peuple guinéen qui nous accompagne et qui nous accueille. Un schéma d'investissement dans le secteur de l'énergie est projeté au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Son étude de faisabilité a été validée par d'éminents spécialistes des questions énergétiques à Conakry. À partir de ce programme, on ne va plus investir comme on souhaite. On va investir en fonction d'un plan. Le programme existe, donc que ça soit soutenu par le gouvernement, le ministère du Plan peut mobiliser les financements en compagnie du ministère de l'Économie et des Finances pour pouvoir soutenir ce programme de développement. La première session budgétaire de la commune urbaine de Koya, tenue le week-end dernier, a abouti à l'adoption du budget de fonctionnement de l'exercice fiscal 2019. Au terme des échanges, les conseillers ont revu à la hausse le budget de fonctionnement estimé à 4 milliards de francs guinéens pour permettre la mise en œuvre du plan annuel d'investissement. Ils sont venus des 4 coins du pays, ces fidèles musulmans, pour prendre part à cette 27e édition de la rencontre religieuse de Khouré-Relandé de la préfecture de Bofa. Communément appelée Fidaou, cette cérémonie de la lecture du Saint-Coran a été une occasion pour le calife général de Guinée de prier pour une Guinée unie et prospère où le vivre ensemble est nécessaire. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à New Delhi, Bombay, Bangalore et partout en Inde. Demain, Adel Kamara vous attend à 20h30. L'info continue sur notre site rtgkoloma.info. Dans un instant, vous suivrez notre émission L'entretien de Koloma. Kamara Boubacar reçoit Zainab Kamara pour